Emmanuel Macron entame une tournée africaine. Il démarre par le Cameroun ce jour et sera au Bénin le mercredi prochain. À 112 heures de l'étape de Cotonou, on en sait un peu plus sur le programme du dirigeant français. Détail avec Kenneth Egaoui dans un instant. À travers un communiqué en date de ce jeudi 21 juillet 2022, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, demande aux fêtières des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin à certaines pratiques qui violent les lois. Était-ce en vigueur au Bénin? Quelques étudiants de ce haut lieu de savoir n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Vous les suivrez dans cette édition. Nouvelle attaque déjouée contre un camp militaire. L'armée malienne a affirmé dimanche avoir déjoué une nouvelle attaque contre son camp militaire du centre du pays, 2 jours après une attaque suicide qui a visé la ville garnison de Kati. Vous suivrez donc les impressions, également le reportage dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette livraison informative sur Speedline Télévision. C'est aujourd'hui que le président Emmanuel Macron entame sa tournée africaine. Il démarre par le Cameroun et sera au Bénin le mercredi prochain et à 112 heures de l'étape de Cotonou. On en sait un peu plus sur le programme du dirigeant français. Détail avec Kenneth Egaoui. Selon les prévisions, l'avion d'Emmanuel Macron est attendu à Cotonou aux environs de 10h30 ce mercredi. Une fois sur le sol béninois, le cortège prendra la direction du palais de la Marina où le dirigeant français sera reçu par son homologue béninois. Sur place, il y aura un tête-à-tête d'environ 1 heure entre Patrice Talon et Emmanuel Macron. Juste après, les deux chefs d'État donneront un point de presse et répondront aux questions de journalistes nationaux et étrangers. Avant de quitter le palais présidentiel, Emmanuel Macron et sa délégation visiteront les objets royaux rapatriés l'an dernier et en exposition à la Marina. La deuxième étape du séjour du président français se déroulera au lycée Montaigne de Cotonou. Ici, Emmanuel Macron discutera de projets sportifs avec Oswald Omeki, le ministre béninois des Sports, Jean-Marc Adjovi-Bokor, ancien footballeur international béninois, et la basketteuse franco-béninoise Isabelle Yacoubou. Emmanuel Macron terminera la journée du mercredi à Semé City par une discussion avec des étudiants. Il passera la nuit au Bénin Novotel au Richard de Cotonou. Jeudi matin, la délégation française quittera Cotonou aux environs de 10h pour la Guinée-Bissau. Dernière étape de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron. Les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en séance de dialogue de gestion au titre du premier semestre de l'année 2022. La cérémonie présidée par le ministre Raphaël Akothéon a connu la présence des 12 préfets du Bénin et a pour but de passer en revue les différentes actions menées au cours de la période et de faire également des projections. Images et sons. Bilan à mi-parcours pour les acteurs du secteur de la décentralisation au Bénin. Ils se retrouvent ici pour des réajustements en vue de projeter de nouvelles bases de coopération. Cet exercice permettra également de recueillir de nouvelles stratégies opérationnelles dans les interventions et de tracer des perspectives pour maximiser les résultats, assurer un meilleur impact sur les conditions de vie des populations. Au terme de cet échange, des mécanismes efficaces et efficients pour pérenniser et renouveler cet échange entre acteurs de développement des territoires pour le mieux-être des populations locales. Pour les principes fondamentaux de la gestion axée sur les résultats, les différents programmes budgétaires ont été passés au pays fin. Il a été confié au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale la conception, la mise en œuvre et le suivi, évaluation de la politique de l'État en matière de décentralisation, de gouvernance locale et de développement à la base. Pour mener à bien cette mission, nous nous sommes engagés à travers nos plans de travail annuels respectifs à mettre en œuvre plusieurs actions de réforme impliquant les secteurs au niveau local et déconcentré avec le concours des ministères sectoriels, des organisations de la société civile et des partenaires techniques et financiers. Dans ce cadre, et en vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances
et des réformes qu'elle induit, de nouveaux acteurs de la chaîne de dépenses ont été institués. Il s'agit, entre autres, des responsables de programmes, d'actions et d'activités et de l'unité d'appui au programme, etc. Le responsable de programme ne pouvant administrer seul son programme, il doit s'appuyer sur les autres acteurs qui lui rendent compte. Face à ce nouveau contexte, ma responsabilité est d'orchestrer une symbiose entre tous les acteurs intervenant à l'intérieur de chaque programme et entre les programmes pour l'amélioration de la qualité de nos services. Cependant, j'ai la ferme conviction qu'avec un peu de détermination, nous ferons de cette rencontre une parfaite réussite et en sortirons avec des recommandations dont la mise en œuvre permettra d'améliorer les réalisations du secteur à fin décembre 2022. Les différents points d'exécution des activités programmes du ministère, les éventuels écarts et contraintes ont été aussi évoqués pour un meilleur rendement. Je l'annonçais dans les titres, le gouvernement béninois a ordonné la suppression des camps paramilitaires et formation d'étudiants soldats à l'université d'Abomey-Calavi. C'est à travers donc un communiqué en date de ce jeudi 21 juillet 2022 du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Il demande cependant aux fêtiers des organisations estudiantines de mettre immédiatement fin à certaines pratiques qui violent les lois et tests réglementaires en vigueur au Bénin. Quelques étudiants de ce haut lieu de savoir n'ont pas manqué de livrer leurs impressions dans ce reportage de Romaric Dossa et Mathieu Soso. Plus d'étudiants soldats dans les universités publiques au Bénin. Ce sont les mises en garde du ministre de la Sécurité publique Alassane Seydou aux responsables étudiants. Il s'agit plus précisément de la suppression immédiate des activités paramilitaires des associations estudiantines. La nouvelle est tombée à travers un communiqué du dit ministère en date de ce jeudi 21 juillet 2022. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'on se base d'eux pour avoir nos droits. C'est clair. Il va falloir faire des assises convenables pour décider comment gérer la situation des étudiants soldats. Vous comprenez? Dans ce contexte, on aurait évité le bafouement des droits des étudiants. Ils sont là pour revendiquer les droits. Et s'ils sont dans cette logique, ils doivent être cadrés par les tests pour que les droits des étudiants soient préservés ou garantis. C'est tout. C'est pas trop bon parce qu'on ne peut pas supprimer ces organisations en fait. En réalité, c'est pas... Ils ne sont pas trop... Ils ne jouent pas un mauvais rôle dans l'enceinte ou bien dans l'université. C'est vrai, par moment, il y a les désaccords entre eux et puis les membres de l'administration, mais néanmoins, ils ont un rôle important à jouer dans la maison. Par exemple, le maintien de l'ordre entre les étudiants. Dès le départ, il y avait déjà ces corps-là qui existaient et qui étaient là pour défendre les droits des étudiants. Et c'est pour ce dont ceux-ci se militent pour le bon développement ou bien l'évolution des activités aussi académiques du côté des étudiants comme du côté aussi des professeurs parce qu'eux aussi ils veillent certainement sur la sécurité des professeurs parfois. L'autorité observe que ces milices ont transformé l'université en un front permanent où plane le spectre de la violence et des perturbations fréquentes des activités académiques sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, un aspect des dérives estudiantines que dénoncent également des étudiants. C'est une très bonne nouvelle, puisque à voir les soldats de l'UAC, ils agressent trop les autres étudiants. Ils se prennent trop, ils se mettent déjà au-dessus de tout, alors que nous sommes tous venus ici pour apprendre. Moi, je suis très fier de cette décision du gouvernement. Ceux qui viennent souvent au resto, il y a trop de la bagarre et ce sont eux qui créent les bagarres. Donc, voilà un peu. C'est une très bonne décision parce que parfois, ils profitent de leur grade pour abuser de certains étudiants surtout. Tout n'est pas mauvais dans le système, mais il y a de mal plus que du bien selon moi. D'un côté, je suis content parce que des fois, c'est eux qui sèment le bazar. Ils aiment trop bagarrer. Ils prennent l'image d'être bons, mais au fond, c'est pas ça. Je l'ai une fois vécu parce que ça fait maintenant 3 mois. Ils ont eu une bagarre au niveau du restaurant. Et à cause de, c'est une histoire de ticket.
le restaurant. Donc, ils se sont bagarrés jusqu'au... Ils se sont blessés même. À travers ce communiqué, le ministre Alassane Seydou demande aux responsables d'établissement, aux étudiants ainsi qu'à tous les usagers des campus universitaires du Bénin de dénoncer les auteurs de tout acte répréhensible en portant l'information auprès de la hiérarchie ou en saisissant les autorités compétentes chargées de la sécurité publique. Ouvrons à présent notre page consacrée à l'indépendance du Bénin. C'est pour le 1er août prochain. Le Bénin a, comme plusieurs autres pays africains, accédé à sa souveraineté nationale. L'indépendance du Bénin, matérialisée par des réformes politiques et administratives importantes, a été déterminante dans la vie politico-administrative et économique même du pays. Suivez ici, dans cet élément, l'histoire de l'indépendance du Bénin. C'est un sujet que nous propose Olive Biao. Avant son accession à l'indépendance, le Bénin, ex-Dahomey, a connu de nombreuses périodes d'instabilité. Le pays a longtemps été dirigé par les colons et le peuple était victime d'esclavage. Après la naissance des partis politiques et la tenue de différentes élections permettant au peuple de participer à la vie politique de leur territoire, le tout premier président du Bénin a été élu. J'avais à peine 9-10 ans comme ça dans le temps, où j'allais, la capitale du Dahomey, c'était Porto Novo. Tous les royaumes, les rois, les Européens victimes de ce temps, c'était tout est à Porto Novo. On ne connaissait même pas Cotonou. Maintenant, les choses ont évolué d'une façon autre. Ils étaient 3 à vouloir être président de la République. Il y avait Aroma Degbe, il y avait Maga, il y avait Apiti dans le temps. C'était des gouverneurs qui dirigeaient le pays. C'était des gouverneurs qui n'étaient pas Apiti, Surugame Apiti, Aroma Degbe et Maga n'étaient pas présidents dans le temps. Apiti est de Porto Novo. C'était un roi de Tomadi et d'Abomey. Donc, il cherchait à avoir le pouvoir. Mais le temps faisant, Maga a réussi à conquérir les autres pour accéder à l'indépendance. Dahoméens, je proclame solennellement l'indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 1960 en présence des représentants de la République française. Les souvenirs restent toujours présents dans la mémoire des personnes ayant vécu l'histoire. Il a dit, ce moment-là, j'étais très jeune. Il dit, nous, Hubert Koutokou Maga, président de la République, proclamons solennellement ce jour l'indépendance du Dahomey. Les gens ont applaudi. On descendait le drapeau français comme ça. On montait le drapeau béninois, le drapeau Dahomey dans le temps. Et c'est là que l'homme nouvel a commencé, enfant du Dahomey debout. Enfant du Dahomey debout, la liberté d'un Christ sonore chante au premier feu de l'aurore. C'est là où le Bénin le Dahomey a été indépendant. C'est après 1972 que le Dahomey est devenu Bénin. La célébration de fête de la souveraineté nationale au Bénin se déroule tous les 1er août chaque année.
En effet, la fête nationale est toujours célébrée en grande pompe sur toute l'étendue du territoire national par le chef de l'État, les préfets, les maires des différentes communes. À l'occasion de cette journée festive, le pays assiste à un défilé militaire et civil devant les autorités et la population. Depuis 1960, Cotonou est la ville où la fête a été célébrée le plus, principalement à la place de l'Étoile Rouge. Hors des frontières béninoises à présent, le président français Emmanuel Macron entame son premier voyage en Afrique depuis sa réélection avec une visite au Cameroun. Les acteurs de la société civile camerounaise attendent beaucoup de cette visite. Reportage. Les Camerounais se préparent à accueillir le président français Emmanuel Macron. Il s'agit de son premier voyage en Afrique depuis sa réélection en avril dernier. Cette visite intervient au moment où la France entreprend de rénover ses partenariats militaires sur le continent pour maintenir sa concurrence stratégique. C'est une très bonne nouvelle pour l'Afrique centrale et le Cameroun. Quand on voit le contexte sociopolitique actuel avec le sentiment d'hostilité de la France au Mali, la guerre en Ukraine, c'est une très bonne chose. La France vient au Cameroun pour pouvoir réchauffer ses relations et renforcer ses soutiens. Quand on sait le rôle stratégique que joue le Cameroun en Afrique centrale, c'est une très bonne visite maintenant. Les acteurs de la société civile camerounaise attendent beaucoup de cette visite, notamment le réseau des défenseurs des droits de l'homme en Afrique centrale, REDAC. Il espère que les droits de l'homme seront un sujet central de discussion entre le président Macron et son homologue camerounais, Paul Biya. La France, c'est un pays des droits de l'homme. Chacun a ses défauts, mais c'est un pays de droits de l'homme. Il ne serait pas bon que le président Macron arrive ici et que les questions des droits de l'homme qui sont bien respectées en France, qu'il ne les mette pas sur la table avec son homologue. Ça, c'est notre souhait. La sécurité sera également à l'ordre du jour alors que la France s'apprête à achever son retrait du Mali cette année et que tous les pays de la région cherchent à écarter les craintes d'insurrection islamiste. Le Cameroun est actuellement déchiré par des violences ethniques et une insurrection de séparatistes anglophones. Donc, nous pensons qu'à part les prisonniers politiques du MRC, il est également question de se pencher sur la libération des prisonniers présumés politiques de la crise anglophone. Pourquoi pas le président français ne rencontrerait pas également les leaders des revendications sécessionnistes anglophones, tout comme les leaders politiques de l'opposition du Cameroun. Le président Emmanuel Macron a annoncé la semaine dernière qu'un réexamen de la présence française serait achevé d'ici l'automne. Les discussions porteront également sur les questions d'approvisionnement alimentaire liées au conflit en Ukraine. Je l'annonçais dans les titres, nouvelle attaque déjouée contre un camp militaire au Mali. L'armée malienne a affirmé dimanche après avoir déjoué une nouvelle attaque contre un camp militaire du centre du pays 2 jours après une attaque suicide qui a visé la ville garnison de Kati aux portes de la capitale Bamako. L'armée malienne a confirmé avoir repoussé une attaque terroriste qu'elle impute à des djihadistes kamikazes sur sa base de Kati. Située à seulement 15 km de Bamako, elle abrite le cœur de l'appareil militaire malien et la résidence du président de la transition. La population locale a salué le travail des militaires et s'est félicitée d'avoir participé à la traque des auteurs présumés. Nous les avons attrapés avec leurs armes. Il y a 2 suspects dans le pick-up là-bas. L'un d'eux avait une arme avec des chargeurs et le second avait des cartes d'identité d'autres personnes sur lui. Selon l'armée, ces actions ont été perpétrées aux alentours de 5 h du matin à l'aide de 2 véhicules piégés remplis d'explosifs. Elle fait aussi état d'un mort dans ses rangs et indique avoir neutralisé 7 assaillants et en avoir arrêté 8. Nous avons entendu beaucoup de tirs, tout le monde avait peur. Au début, nous avons pensé que c'était le tonnerre avant la pluie, mais ensuite nous avons compris que c'était des tirs et que cela faisait trembler les maisons. Jamais auparavant, cette base militaire n'a été prise pour cible par les rebelles extrémistes. Jeudi, 6 autres attaques simultanées ont visé des bases de l'armée dans le centre du pays. Elles ont été attribuées à la Katiba Massina, affiliée au groupe terroriste islamiste Al-Qaïda.
À 2 jours du référendum sur la constitution proposé par le président tunisien Kais Saïed, les différentes oppositions se relaient dans les rues de la capitale pour appeler au boycott dans un climat d'apathie générale. Reportage. Quelques heures avant la tenue du référendum, des centaines de personnes ont manifesté pour la démocratie en Tunisie. Ils demandent la démission du président Kais Saïed qui s'est octroyé les pleins pouvoirs et dirige le pays seul depuis plusieurs mois. Lundi, la Tunisie est appelée à voter pour ou contre son projet de nouvelle constitution. Le message le plus important que nous voulons transmettre est que les manifestants pro-démocratie en Tunisie continuent de lutter contre le coup d'État et contre tous ceux qui veulent faire reculer la révolution et la démocratie. Nous manifestons aujourd'hui 24 heures avant le soi-disant référendum pour exprimer une position que nous avons annoncée il y a des mois, à savoir qu'elle n'est pas liée à un référendum, mais plutôt à faire allégeance à une personne nommée Kais Saïed. S'il est adopté, le texte fera passer la Tunisie dans un régime présidentiel avec 2 assemblées au pouvoir réduit. Et le nouveau gouvernement n'aurait plus besoin de la confiance des chambres pour diriger. Je suis venue participer en tant que femme tunisienne et pour dire que nous adhérons à la Constitution de 2014 et que nous disons non au référendum, non à la Constitution d'un seul homme, non au rassemblement des pouvoirs entre les mains d'une seule personne, non à la destruction des institutions en Tunisie. Depuis la publication du projet de constitution le mois dernier, la société civile appelle au boycott du texte. Mais nombreux sont ceux qui redoutent son adoption malgré l'opposition. À Bangui, les habitants réparent les dégâts des inondations en fin de semaine. La capitale a fait face à de fortes pluies qui ont touché 18 quartiers. Une centaine de maisons a été détruite. Reportage. En Centrafrique, les habitants de la capitale se remettent des inondations survenues en fin de semaine. Les autorités n'ont pas encore évalué entièrement les dégâts, mais des pertes humaines et matérielles sont déjà à déplorer selon les habitants. 18 quartiers de Bangui ont été touchés et une centaine de maisons a été détruite. Depuis avant-hier soir et encore toute la journée d'hier, une forte pluie s'est abattue sur nous. Ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas eu ça. Ça a provoqué des inondations et on est sous l'eau. On a sorti toutes nos affaires pour essayer de réparer les dégâts. Dans le 5e arrondissement, des habitants affirment avoir vu 2 personnes en mototaxi se noyer. Mais aucune équipe de secouristes n'a encore été déployée sur la zone afin de rechercher de potentielles victimes et aider la population dans les décombres. Chaque fois que ça arrive, on a évidemment besoin de soutien parce qu'on ne peut rien faire seul. Il y a un dicton dans notre pays qui dit « malheur à l'homme seul ». Donc, compte tenu des efforts déployés par le gouvernement, il y a encore des dégâts. On demande aux autorités de faire un petit effort pour réparer tout cela afin que ça ne se reproduise pas. Depuis le début de l'année, Bangui refait son réseau routier et construit de nouvelles habitations. Mais ces travaux ont empiré les conséquences de la pluie, empêchant les eaux de s'écouler normalement. En Birmanie, 4 prisonniers accusés d'actes de terreur brutaux et inhumains ont été mis à mort lundi par la junte birmane. L'armée au pouvoir renoue avec la peine de mort qui n'avait plus été pratiquée depuis des décennies dans le pays. Chio Min-yu à gauche et Fiosiato à droite font partie des 4 prisonniers exécutés par la junte birmane. L'annonce a été faite ce lundi par les médias d'État. Il s'agit de la première application de la peine de mort en Birmanie depuis 1988. Chio Min-yu, 53 ans, également connu sous le nom de Jimmy, était un écrivain et opposant de longue date à l'armée, célèbre pour son rôle dans le soulèvement étudiant de 1988 contre la junte de l'époque. Fiosiato, 41 ans, était un ancien député de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991, actuellement emprisonné. Il avait aussi été l'un des pionniers du hip-hop en Birmanie,
critiquant l'armée dès les années 2000. Depuis le coup d'État militaire du 1er février 2021, des dizaines d'opposants à la junte ont été condamnés à mort, mais aucune exécution n'avait eu lieu jusqu'à présent. Elles ont provoqué de vives réactions de la part de la communauté internationale. Et parlons à présent de la guerre en Ukraine. Des missiles russes ont visé samedi le port d'Odessa sur la mer Noire, a annoncé l'Ukraine, accusant Moscou de compromettre l'application de l'accord signé la veille pour la reprise de l'exportation de céréales ukrainiennes bloquées par la guerre. Selon Kiev, ces tirs ont touché une usine de traitement de céréales dans le port. La Russie affirme avoir détruit des infrastructures militaires dans le port d'Odessa sans fournir de preuves sur les cibles touchées. Kiev accuse Moscou d'avoir craché au visage de l'ONU et de la Turquie, sachant que c'est sous l'égide d'Ankara qu'un accord sur la reprise des exportations des céréales ukrainiennes a été signé ce vendredi. Les dirigeants turcs font d'ailleurs part de leurs préoccupations. Le fait qu'un tel incident se soit produit juste après la conclusion d'un accord sur les céréales nous inquiète. Nous avons été perturbés. Mais nous continuerons à remplir nos responsabilités dans cet accord. Lors de nos réunions, nous avons déclaré être favorables à ce que les parties poursuivent leur coopération dans le calme et la patience. Le grand port d'Odessa est crucial pour la reprise des exportations de céréales ukrainiennes. L'Ukraine a un accord avec la Turquie et l'ONU. C'est pourquoi nous ne regardons pas ces bombardements. Nous ferons tout pour respecter l'accord. Cette attaque russe est la 325e confirmation en une semaine qu'on ne peut pas les croire sur parole. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de systématiquement violer ses engagements. De son côté, le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il condamnait sans équivoque ces tirs de missiles. Et c'est tout pour cette session d'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Portez-vous bien et que Dieu nous garde.